Bonjour professeur. Bonjour. Alors je suis aujourd'hui vraiment très enchanté et ravi de vous accueillir sur ce podcast. Avant de vous demander de vous présenter, je vais faire une toute petite présentation de qui vous êtes et vous pouvez peut-être revenir plus en détail sur votre parcours. Aujourd'hui, je suis avec le professeur Mamadou Diop, chirurgien oncologue et directeur du Centre national d'oncologie de Diamniadio. Professeur Diop, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu qu'est-ce qui vous a, on va dire, incité à devenir oncologue? Oui, en tout cas, je vous remercie déjà de cette invitation. C'est toujours très très important de pouvoir communiquer sur cette maladie qui présente beaucoup d'inconnus et qui fait peur. Alors, pour revenir à votre question sur ce qui m'a poussé à faire la cancérologie, c'est un petit peu... j'ai été beaucoup plus prédestiné à faire de la chirurgie. J'ai toujours voulu faire de la chirurgie, même avant d'entrer en médecine, à la fac de médecine. J'ai toujours été impressionné par ça, c'est-à-dire tout ce qui est anatomie, tout ce qui tournait autour de la chirurgie. C'est-à-dire, mais c'était un aspect vraiment très très lointain, quoi. C'est-à-dire, on voit ça dans des films, etc. Comme je suis quelqu'un qui aime les challenges, qui aime m'engager dans des choses qui sont difficiles, donc j'ai toujours aimé faire la chirurgie. Maintenant, au cours de ma formation de médecine, il y a les stages pratiques que l'on fait dans des différents services. Et c'est là où j'ai vraiment senti que j'avais vraiment... c'était quelque chose qui m'impressionnait. Et que je voulais vraiment... que j'avais décidé de m'engager dans cette voie-là. Et déjà, quand j'étais en 4e année de médecine, quand je faisais mes stages en chirurgie, j'allais souvent au bloc opératoire pour voir les interventions. En ce moment-là, de noter qu'au niveau des salles d'opération, il y avait une vitre qui était au niveau du plafond et au premier étage, donc, on pouvait suivre les interventions. Et j'ai resté là-bas et au-delà même des limites du stage, parce que j'étais vraiment passionné par ça. C'était en 4e année de médecine déjà. Et puis après, il faut savoir qu'il y a eu quand même l'évolution de la cancérologie. La cancérologie, au départ, le principal traitement, c'était surtout la chirurgie. On enlevait les tumeurs et on s'en arrêtait là. Et donc, c'était le principal moyen de traitement. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. La stratégie a changé avec le temps. Et donc, c'est là où, pendant mon stage en cancérologie, puisqu'on répartit les étudiants par groupe dans les différents services de chirurgie. Et je me suis retrouvé en cancéro et j'ai pu tisser des liens avec les chirurgiens qui étaient là-bas. Et j'étais très intéressé par surtout la complexité de cette spécialité. Des tumeurs qui étaient très très impressionnantes et surtout la souffrance que ça a généré. Et comme j'ai toujours voulu aimer soulager des personnes qui étaient dans des difficultés, surtout des difficultés de cette nature. Et donc c'est pourquoi j'ai vraiment décidé en ce moment-là de faire la cancérologie. Mais depuis lors, la cancéro a beaucoup évolué et la chirurgie a un petit peu reculé et cédé le pas aux autres spécialités qui ont beaucoup plus aujourd'hui, qui ont aussi... La chirurgie reste une spécialité centrale dans la cancérologie en général, mais de plus en plus, les autres spécialités se sont développées. Et aujourd'hui, c'est vraiment une discipline qui est multidisciplinaire. Est-ce qu'il y a un prof ou une prof qui vous a beaucoup inspiré, ou en tout cas que vous avez suivi et qui vous a donné envie de pratiquer? Oui, il y a, quand on était, nous, à la fac de médecine, le responsable du module de cancérologie, c'était le professeur Pape Touré. Pape Touré? Voilà, le professeur Pape Touré, qui est à la retraite depuis à peu près, je pense, 18-20 ans,
était quelqu'un qui était un très bon pédagogue, qui avait en dehors de ça une certaine élégance. Voilà, et quand on est jeune étudiant, tu vois, on est impressionné. Pas seulement par ce qu'on nous enseigne, mais on est impressionné par l'attitude de la personne vis-à-vis des malades, pendant la consultation, etc. Comment il gérait son environnement. Et donc, il m'a beaucoup influencé. Moi et beaucoup de mes collègues, on imitait même ses tenues vestimentaires, ses attitudes, etc. Donc, voilà. Mais pas seulement au Sénégal, en dehors du Sénégal. En France, j'ai eu à faire beaucoup de services où on prenait en charge des cancers, et j'ai pu côtoyer de très très grands chirurgiens, voilà, qui aussi m'ont beaucoup influencé. Donc voilà, que ce soit à Besançon, que ce soit à Lyon, voilà, j'ai eu à côtoyer quand même de très grands chirurgiens comme le professeur Pex, qui était dans les années 90. Il y en a eu d'autres aussi. Il était dans des services de transplantation hépatique. Nous, aujourd'hui au Sénégal, on commence à peine à faire la transplantation rénale. Et ce dont je vous parle, ça remonte aux années 90, fin années 90. Donc vous voyez le gap qu'il y a, et on est impressionné surtout par toute cette logistique autour de la maladie. Et donc voilà, c'est cette influence personnelle, individuelle, est quelque chose de très très important, parce qu'on s'identifie à ces personnes-là, on a envie d'être comme eux pendant notre formation. Voilà, et donc ça aussi c'est extrêmement important, ça influence. Je n'ai aucun doute que quand vos étudiants, ou en tout cas certains de vos internes, vous verront, ils pourront naturellement dire la même chose de vous. J'espère. J'espère. En tout cas, nous faisons tout notre possible pour faire mieux que nos prédécesseurs. C'est ça, je pense, le leitmotiv même de la vie. C'est de faire mieux que ses parents pour ses enfants. C'est de faire mieux que ses maîtres par rapport aux jeunes étudiants, aussi bien au niveau de l'enseignement théorique à la fac, mais également au niveau de l'enseignement pratique quand ils viennent faire leur stage à l'hôpital, dans les services. Parce que du point de vue pédagogique, ça a beaucoup évolué. Il n'y avait pas Internet de notre temps. Pour pouvoir faire de la recherche, approfondir ses connaissances, on allait à la bibliothèque, la grande bibliothèque de l'université. Il n'y avait pas d'autres moyens, à la BU. Et voilà, vous êtes limité par ce que vous trouvez. Vous trouvez les ouvrages qu'il faut. Voilà, parfois, malheureusement, vous trouvez que la partie qui vous intéresse a été arrachée. Je pense que tous ceux qui ont fréquenté la BU le savent. Il fallait avoir les moyens pour pouvoir acheter en France des livres. Ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, les cours sont faits avec, pas au tableau, peut-être à 80-90% par PowerPoint. On peut même insérer des vidéos, ce qu'on n'avait pas nous. On peut insérer des vidéos. Voilà, l'étudiant peut faire un travail personnel. D'ailleurs, maintenant, dans la réforme LMD, on tient compte du travail personnel de l'étudiant, qui peut aller sur Internet, trouver le même type de cours fait à Rennes, fait à Nancy, fait aux États-Unis, et pourra comparer. Donc, ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on envoie les cours aux étudiants au préalable, donc avant d'arriver à l'amphi. Donc, on est beaucoup plus, je veux dire, libéré par rapport au support. Mais aussi, l'étudiant a beaucoup plus de latitude. On sent maintenant que l'enseignement, contrairement à nous, où après le cours, tout le monde sort très tranquillement, aujourd'hui, c'est des questions. C'est-à-dire, vous réservez 30 minutes à 40 minutes d'interaction avec les étudiants. Donc, ça a beaucoup évolué, et j'espère que c'est quelque chose de positif à leur niveau. En tout cas, me concernant, moi, j'ai beaucoup de feedback positif, même par rapport à des médecins qui sont sortis, qui travaillent maintenant, puisqu'on est devenu vraiment
on fait partie des anciens maintenant. Il y a beaucoup de médecins qui sont actuellement pratiquants, qui sont dans le privé, qui sont dans le public et qui nous rappellent voilà les cours qu'on leur faisait et qui sont relativement satisfaits. Super. Alors, je rappelle que je suis avec le professeur Mamadou Diop, chirurgien oncologue et directeur du Centre national d'oncologie de Diamniadio. Professeur, quelle est vos spécialités et pourquoi est-ce que vous avez choisi justement ces spécialités-là dans le cadre du traitement du cancer? Alors, donc moi aujourd'hui j'ai été nommé directeur du Centre national d'oncologie, ça fait juste 2 mois. Okay. Avant, je dirigeais pendant 18 ans le plus grand service de cancérologie du Sénégal, qui est l'Institut Joliot-Curie de l'hôpital Aristide Le Dantec, avec énormément de difficultés, mais avec également beaucoup de défis qui ont été relevés. Donc, j'ai fait un cursus normal de spécialisation en chirurgie générale. En ce moment-là, la spécialisation en cancérologie n'existait pas. On considérait que la cancérologie, c'était une spécialité qui était transversale, qui embrassait beaucoup de domaines de la médecine. Et donc, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, une spécialisation en radiothérapie, en chimiothérapie, c'est-à-dire l'oncologie médicale, et en chirurgie carcinologie. Parce qu'avant, on faisait la chirurgie générale, et après, se sont développées les différentes sous-spécialités. Sont l'urologie, l'orthopédie, etc. On parle presque plus de chirurgie générale maintenant. Donc, on se spécialise beaucoup plus. Et donc, c'est nous-mêmes qui avons créé au Sénégal, avec le professeur Pape Touré, cette spécialité que l'on appelle la chirurgie carcinologie. Et quand on parle de chirurgie carcinologique, ce n'est pas un chirurgien qui va opérer tous les cancers. Puisque il y a des spécialités comme le neurochirurgien qui s'attaque aux tumeurs du cerveau. Okay. Tu as l'urologue qui va s'attaquer, qui va traiter, qui va opérer les tumeurs de l'appareil, prostate, les reins, etc. La vessie. Donc la chirurgie carcinologique, quand on a décidé de la créer, on s'est dit quelles sont les spécialités, enfin les tumeurs qui sont spécifiquement traitées au niveau du service de cancérologie de l'hôpital de Dantec. On avait vu que c'était des cancers gynécologiques, il y avait les cancers gynéco et mammaires du sein, il y avait les cancers digestifs qu'on partageait aussi avec les chirurgiens dits généralistes. Et il y avait aussi les cancers des parties molles, c'est-à-dire des muscles, etc., de la peau, voilà. Et donc, on peut dire aujourd'hui que la chirurgie carcinologique, cible principalement donc ces localisations. Et donc, c'est une spécialité qui est arrivée, qui est assez récente par rapport aux autres spécialités. Et donc, qui est en train de faire son chemin. Et il y a de plus en plus de jeunes médecins qui se spécialisent en chirurgie carcinologique. Mais comme je l'ai dit tantôt, la cancérologie a beaucoup évolué et continue à évoluer, puisque au début, il y a de cela 20, 30, 40 ans et même 50 ans, les cancers ne se traitaient que par la chirurgie. Voilà, on a une tumeur, une grosseur au niveau d'un organe, on enlève l'organe entièrement. C'était ça le principe. Et avec le temps, on s'est rendu compte que les cancers, malgré cette chirurgie agressive, mutilante, récidivaient. Ça revenait. Okay. On a tout enlevé, mais ça revient. Ou bien ça revient ailleurs. Donc, on a beaucoup plus compris l'histoire naturelle de cette pathologie. Et on s'est rendu compte que c'est une maladie beaucoup plus générale, qui est aussi générale que locale. Et donc, il fallait trouver d'autres moyens de traitement. C'est comme ça que la chimiothérapie a commencé à apparaître et à jouer un rôle important.
on a vu que ça empêchait que le cancer se généralise à d'autres organes. On a vu également que ça diminuait le volume de la tumeur au départ. Ensuite, il y a eu la radiothérapie. Et la radiothérapie, et c'est très intéressant, venait en complément de la chirurgie. On a vu que quand on enlève une tumeur d'une certaine taille, et après on met des rayonnements ionisants qui vont irradier le site où on a enlevé la tumeur, ces malades-là faisaient moins de récidives que les malades qui avaient une chirurgie seule. Voilà, c'est comme ça que la multidisciplinarité s'est développée, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, tout cancer est analysé en comité multidisciplinaire. Il y a les différents spécialistes qui sont là, autour de cette pathologie, et on échange sur quelle est la meilleure stratégie, vu la taille de la tumeur, vu le stade, vu l'état physiologique de la personne. On commence par quoi? Est-ce qu'on commence par la chirurgie ou est-ce qu'il faut d'abord faire de la chimio et faire la chirurgie plus tard? Est-ce que ce malade nécessite cette tumeur nécessite qu'on fasse une radiothérapie ou pas? Et avec ça, il y a les tumeurs qui sont différentes. Les tumeurs ne sont pas les mêmes. Même au niveau d'un même organe, 2 cancers du sein chez 2 femmes différentes vont avoir des évolutions complètement différentes. Et aujourd'hui, on est en train de mieux caractériser ces tumeurs et de mieux personnaliser les traitements. Donc voilà, c'est ça qui explique cette évolution-là. Mais la chirurgie occupe toujours une place centrale dans la prise en charge du cancer. Alors moi, quand vous parlez quand vous parlez de comité, de professionnels qui se regroupent autour d'un patient ou souvent vous l'appelez un cas, automatiquement je me mets à penser à l'intelligence artificielle. On va peut-être pas rentrer dans peut-être pas pour... Ouais. Parce que moi j'ai été principal investigateur pour le Sénégal. Ok. D'un projet de recherche qui a regroupé plusieurs pays. Ok. Il y a le Sénégal, le Rwanda, le Malawi, le Zimbabwe, la Zambie. Il y a un 5e pays. Ok. Où on est en train justement de faire ce qu'on appelle l'évaluation automatique. L'évaluation visuelle automatisée. Et ça concerne le col de l'utérus. Ok. Et c'est de l'intelligence artificielle. Bien sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour détecter les lésions précancéreuses, avant le cancer, d'accord, il y a plusieurs moyens pour le col de l'utérus. Parce que le col de l'utérus, contrairement au sein, c'est un organe que l'on peut voir. Ok. Où on peut visualiser les lésions précancéreuses. Soit on peut faire un frottis, ce que tout le monde connaît, ça se fait partout dans le monde. On frotte le col et on l'envoie à laboratoire sur une lame et le microscope. Voilà, le pathologiste peut dire voilà, moi je vois qu'il y a des cellules qui, si on les laisse là, vont devenir des cellules cancéreuses. Et il faut agir. Ok, après on a trouvé, ça c'est un moyen classique connu partout, mais qui n'est pas applicable par exemple dans nos pays à l'échelle nationale pour toutes les femmes, parce que nous n'avons pas suffisamment de pathologistes, nous n'avons pas la logistique. Et donc, au fil du temps, on a pu voir que les lésions précancéreuses réagissaient, changeaient de couleur quand on y mettait de l'acide acétique. L'acide acétique, c'est du vinaigre. Alors, on met un petit peu de vinaigre et on voit que la lésion précancéreuse blanchissait d'une certaine manière. Et c'est une méthode qui est simple. Et donc, on s'est dit, attends, ça c'est une aubaine. C'est ce qu'on appelle l'inspection visuelle, l'IVA, l'inspection visuelle à l'œil nu utilisant l'acide acétique. IVA, acide acétique, inspection visuelle, IVA. Et c'est très populaire. On l'utilise partout. C'est ce qu'on utilise. Là, on va aller en Casamance, au sud du pays, entre le 14 et le 19. C'est cette méthodologie qu'on enseigne aux sages-femmes. Parce que c'est les sages-femmes qui voient les femmes qui sont partout, dans les villages, les quartiers, partout.
Et maintenant, cette inspection visuelle sa sensibilité n'est pas très élevée. Sensibilité, ça veut dire, quand elle dit elle dit, personne ne va passer dans les mailles du filet. Dès qu'il y a une lésion précancéreuse, on peut la détecter. D'accord. Voilà, il n'y a pas de faux, il n'y a pas beaucoup de faux négatifs. Négatif, ok. Les faux négatifs. Okay. Le grand danger, c'est les faux négatifs. C'est de dire à une personne, vous n'avez rien, hein, c'est tranquille. Alors qu'en fait, c'est faux. D'accord. Ça, c'est dangereux. Ok. Et donc, il y a pas mal de faux négatifs avec l'IVA. Et donc, les gens ont mis en place une méthode utilisant l'intelligence artificielle en faisant d'abord des corrélations. C'est-à-dire, on a pris des vrais positifs et on a vu on a pris des images qu'on a compilées pour entraîner le modèle. Voilà, et après, on a vu qu'en utilisant un simple appareil photo, une application avec n'importe quel smartphone, en prenant simplement la photo du col, après avoir badigeonné avec de l'acide acétique, ouais. Ça pouvait te dire positif ou négatif. Et on a vu que cette AVE était supérieure à l'inspection visuelle à l'œil nu. Okay. Ça, c'est prouvé. L'article va sortir bientôt. Okay. Et on va s'engouffrer dans cette voie-là pour l'améliorer encore, pour améliorer l'outil, parce qu'il y a beaucoup de composantes, c'est-à-dire comment je prends, quelle est la luminosité, avec quel angle, etc. Ils vont résoudre ceux qui ont inventé ce truc-là, cette application-là. S'il résout ce gap-là, on va aller jusqu'à peut-être 70 à 80% de sensibilité. Et ça va révolutionner, en tout cas pour les pays pauvres, hein, parce que les pays riches, ils vont continuer à faire du frottis, parce que c'est leur habitude et ça a fait déjà leur preuve. Donc l'intelligence artificielle, ça va dans les années à venir, je dirais pas supprimer, modifier, ça va révolutionner des domaines de la médecine comme la radiologie, l'imagerie. Oui. Pouvoir interpréter, après avoir fait des coupes de scanner ou d'IRM, il va carrément te donner le diagnostic. Les prélèvements avec le microscope, si tu mets des dizaines de milliers de lames où le diagnostic est établi et que cette intelligence artificielle pourra faire un recoupement de tout ça, il te dira le diagnostic, ça va être supérieur au diagnostic par un homme. Et ça, c'est sûr que dans les prochaines années, ça va changer beaucoup de choses. Alors, professeur, est-ce qu'on peut faire un petit break et faire un zoom out? On parle de cancer, on parle d'intelligence artificielle. J'ai peut-être, comme je disais tout à l'heure, la chance de côtoyer des médecins dans ma vie. Mais il y a peut-être des gens qui nous regardent, qui n'ont aucune notion en médecine, qui entendent beaucoup parler du cancer, mais qui n'ont aucune idée de ce que c'est. Oui, ça c'est vraiment une question fondamentale, parce que la perception des populations en général, c'est que, voilà, c'est le fatalisme, quoi. C'est une maladie, dès que vous l'avez, c'est terminé. Qui fait très très peur. Qui fait très peur. On entend des multimilliardaires, on te dit qu'il est décédé du cancer, donc voilà, on se dit que voilà, c'est assez effrayant, voilà, on a peur, voilà. Et donc, on se dit, il vaut mieux ne pas essayer d'écouter, il vaut mieux ne pas aller se faire dépister, il ne faut pas s'approcher de ces choses-là, il ne faut même pas en entendre parler. Oui, ça c'est la tradition, si vous voulez, africaine, quoi. C'est-à-dire que dès que vous dites quelque chose, les gens ont peur, ils font comme ça, il vaut mieux, bon voilà, que c'est une histoire de mauvais sort, c'est une malédiction. Il y en a qui considèrent que c'est une malédiction. Si je l'ai, c'est parce que j'ai fauté ou j'ai fait mal, ou on m'a jeté du sort, au mauvais sort, etc. Okay. Alors que le cancer, en réalité, c'est presque quelque chose de naturel, entre guillemets. Parce que, vous savez, nous avons des centaines de milliards de cellules. Si vous voulez comprendre le cancer, il faut
partir de la cellule. C'est quoi la cellule? Ici, vous avez ce bâtiment, ce beau bâtiment, voilà, et tout, qui est grand et tout. Mais si on réfléchit un peu, on se dit, c'est un assemblage de briques, en fait. Effectivement. On les a mis ensemble, les briques. Mais c'est comme ça qu'on est constitué, en fait. Nous sommes là, avec nos bras, notre tête, etc. La peau, les yeux, voilà, la langue et tout. Mais, en fait, tout est constitué par un assemblage de cellules. C'est des cellules qui se sont assemblées. Des cellules qui ont la même base, qui sont les gènes et l'ADN. Dans chaque cellule, il y a des gènes qui font fonctionner ces cellules-là, qui gèrent tout. Et tant qu'on vit, ces cellules se renouvellent. Ok. Ce renouvellement cellulaire ne s'arrête qu'à la mort. Tant qu'on vit, on ne le sent pas. Si vous avez, je ne sais pas, chacun a déjà eu une petite plaie quelque part au niveau de sa peau, qu'est-ce qui se passe? Ça cicatrise. Pourquoi ça cicatrise? Parce que les cellules qui sont au bord de cette plaie-là vont déclencher un signal en disant « Hop, on ne se touche plus. » On ne se touche plus. Donc, il y a quelque chose qui se déclenche au niveau des gènes pour dire hey, « Nous devons fermer cette brèche. » Voilà, il y a une sorte d'intelligence. Et comme ça, les cellules qui sont au bord là vont se multiplier jusqu'à se toucher. Et dès qu'ils se touchent, ils disent, bon, attends, c'est ok, maintenant, inhibition de contact. Voilà, c'est l'inhibition, on arrête de se multiplier. Voilà, on arrête de se multiplier. Mais ce génie-là, qu'est-ce que ça vient d'où? Ça vient des gènes. Donc, vous avez des gènes qui sont responsables de cette multiplication cellulaire. Les gènes, il y en a plein, qui sont responsables de tout ce qui fait fonctionner et comment on est. Voilà. Voilà, la couleur des yeux, la couleur de la peau, tout ça, c'est les gènes qui vont déterminer ça. Et donc, il y a des gènes, parmi ces gènes-là, qui régulent cette multiplication cellulaire pour que ça ne se fasse pas trop, pour que ça ne se fasse pas moins, pour que ça ne s'arrête pas. Ces gènes-là, ils sont extrêmement importants. Le problème du cancer, c'est que ces gènes-là vont se modifier, vont subir une mutation. Et ces gènes-là ne contrôlent plus. Si on ne contrôle plus, voilà, la multiplication cellulaire devient incontrôlée, c'est l'anarchie. Ok? Si je ne prends l'exemple de cette plaie-là, au lieu de s'arrêter de se multiplier, ils vont continuer à se multiplier. Et alors qu'ils se sont déjà touchés. Voilà, ils se sont déjà touchés, mais la machine est déréglée. Les gènes qui sont responsables de ces régulations, qui disent stop, c'est bon, pour le foie, hein, voilà, il y a 4 cellules qui sont mortes, voilà, il y a juste 4 cellules qui vont les remplacer. Okay. On ne va pas en mettre 10 ou 100, cette régulation-là ne se fait plus. Et donc, la multiplication cellulaire va continuer de manière anarchique. Ça, c'est une explication très simple. Mais ces nouvelles cellules qui ne sont plus contrôlées, maintenant vont acquérir de nouvelles potentialités. C'est pourquoi on parle de tumeurs malignes, de cellules malignes, de cellules cancéreuses. La cellule cancéreuse, elle est différente de la cellule normale. Elle est différente de la cellule normale. Elle va échapper au contrôle. Elle va se proliférer. Elle va pouvoir se détacher, entrer dans la circulation du sang, puisque le sang va partout. Entrer dans la circulation du sang. Aller faire ses dégâts. Aller se fixer. Par exemple, tumeur du sein ou tumeur du foie ou une tumeur du rein, au lieu de rester dans le rein, va se détacher, va rentrer dans le sang, va aller se fixer au niveau du squelette, quelque part, au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Et puis, cette cellule-là, qui n'est pas une cellule osseuse, oui. Elle est dans l'os. Oui. C'est une cellule qui vient du foie ou va maintenant là-bas se multiplier jusqu'à détruire l'os. Ou bien au niveau du cerveau, se multiplier jusqu'à créer des dégâts neurologiques importants. Ou au niveau d'organes vitaux, comme le foie. On ne peut pas vivre avec un foie qui est défaillant. On peut pas vivre avec des poumons qui sont défaillants. Et c'est ça qui entraîne la mort, en fait.
Parce que la tumeur, voilà, c'est en ce moment-là qu'on parle d'un cancer qui s'est généralisé. C'est en ce moment-là qu'on parle de métastase. Parce que la tumeur a quitté maintenant l'organe initial pour aller maintenant se localiser au niveau plusieurs endroits. Voilà, c'est ça en fait le cancer. Mais ça commence toujours par la modification d'une seule cellule. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui modifie ces gènes-là? Ça vient d'où? Comment se fait-il que des gènes qui sont là à fonctionner normalement, à réguler la multiplication cellulaire, à freiner, à accélérer, à moduler, changent de comportement? Ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs de risque. Il y en a qui sont génétiques, c'est-à-dire on a hérité d'une mutation. On l'a hérité. À la naissance. À la naissance, on est avec des mutations génétiques qu'on a héritées de sa mère, de son père, etc. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Il y a des facteurs aussi qui viennent de l'extérieur. Le tabac, par exemple. Le tabac est impliqué dans pratiquement 30% des cancers du point de vue épidémiologique. Tu as des facteurs qui sont hormonaux. C'est des hormones. Tu as des hormones féminines, tu as des hormones masculines. Et la sensibilité de notre corps par rapport à ces hormones-là est variable d'une personne à l'autre. Il y a l'alimentation. Tout le monde sait que l'alimentation a un rôle également, dans certains cancers. Maintenant, tout dépend de la localisation. Tu as des virus. Pour le cancer du col, on a identifié les virus qui sont responsables. On les a trouvés, on a fait le séquençage de l'ADN, on les a identifiés. C'est pourquoi il y a un vaccin pour le prévenir. Là, c'est les virus. Donc, vous voyez, tu as l'alimentation, vous avez les facteurs, vous voyez, la pollution environnementale. Il y a les perturbateurs endocriniens dans notre environnement. Donc, vous avez ça, ce sont ces éléments-là, ces facteurs-là, qui modifient ces gènes qui sont responsables de la régulation de la multiplication cellulaire. Et c'est comme ça qu'on peut se dire, voilà le cancer. Donc, c'est quelque part un petit peu complexe. Mais quand vous analysez dans le fond, vous vous dites que, voilà, on est tous concernés. Par ça, ce n'est pas parce qu'on a péché, ce n'est pas parce que qu'on nous a jeté le mauvais sort que c'est arrivé. Ça concerne toutes les populations du monde, même les animaux. Ça va avec la vie en fait. Ça concerne tous les pays, riches, pauvres. Ça concerne toutes les religions. Ça concerne toutes les catégories sociales. Ce n'est pas forcément les pauvres par rapport aux riches, etc. Mais en fonction du pays, il peut arriver aussi que certains pays développent, en tout cas présentent des cas un peu plus fréquents de cancer. Aujourd'hui, si on prend le Sénégal, dans votre, on va dire dans l'exercice de votre métier, quels sont les cas de cancer les plus fréquents que vous rencontrez au Sénégal? Alors, quand on regarde il y a deux niveaux. On peut voir les estimations mondiales, qui ne sont pas des vrais chiffres, ce n'est pas des chiffres réels, mais ça permet de comprendre, puisque c'est des estimations qui sont faites sur la base de quel type de pays, quel est le PIB, quel type de population, jeunes ou plus âgés, etc. Quelles sont les pathologies qui sont rencontrées, et les gens te sortent des chiffres qu'on t'attribue pour tous les pays du monde. Ça, c'est le Centre international de recherche sur le cancer. C'est quand même des études fiables, rassurez-nous. Non, c'est des études fiables, mais estimations. C'est des estimations. C'est des estimations. Voilà, des projections. C'est des estimations. Ça aide beaucoup pour faire du plaidoyer. Ça aide beaucoup pour échanger, pour comparer. Mais ce n'est pas des chiffres réels dans la réalité. Mais c'est fiable. Donc, vous avez le cancer du col de l'utérus qui vient en tête. Au niveau du Sénégal, il y avait le cancer du sein. Donc, comme c'est des deux cancers qui sont
assez spécifiquement féminin, bah, beaucoup de Sénégalais se disent que mes cancers nous donnent du gain de l'aide. Mais c'est faux. C'est faux. C'est parce que ce sont ces deux cancers-là qui sont les plus fréquents et qui touchent les femmes et pour lesquels on peut faire de la prévention réelle. Okay. Ensuite, vous avez la prostate chez l'homme. Vous avez le foie qui a beaucoup reculé. Okay. Le foie a été le premier cancer au Sénégal il y a 30 ans, 40 ans. Et ça a beaucoup, c'est en train de continuer à reculer. Et on doit se poser la question, mais pourquoi il y a moins de cancer du foie? On ne le sait pas. Si, on sait, c'est la vaccination, tout simplement. D'accord. Depuis qu'on a mis la vaccination contre l'hépatite B à la naissance obligatoire et gratuitement, ben, les gens font moins de cancer du foie. Parce que c'est le virus de l'hépatite B qui est à l'origine de certaines personnes qui sont infectées. Ce n'est pas parce qu'on fait une hépatite B qu'on va automatiquement faire un cancer du foie. Mais c'est parmi cette population de personnes qui ont fait une hépatite B qu'il y aura qui vont faire une cirrhose. Et parmi ces gens qui ont fait une cirrhose, ceux qui vont faire le cancer du foie. Donc la vaccination a fait beaucoup reculer. Mais le cancer du foie va venir peut-être en 4e ou 5e position. Il y a l'estomac aussi. Voilà. Et la prostate. Donc les cancers les plus fréquents au Sénégal, c'est col, c'est sein, c'est prostate, c'est foie. Voilà. Il y a aussi les cancers de la tête et du cou, les cancers ORL. Les cancers ORL qui sont relativement fréquents. Maintenant, quand on va au niveau mondial, le sein va être toujours en tête. Et il y a le poumon, il y a le côlon, le cancer du côlon, du intestin, qui occupe une place importante. Il y a toujours la prostate qui est là. Mais au niveau des pays développés, si tu fais un comparatif, le cancer du col, qui est le cancer pratiquement le plus fréquent au Sénégal, va être un cancer presque qu'on ne voit pas dans les pays développés. Et c'est là où tu te dis, il y a des choses à faire. Parce qu'eux, ils ont mis des programmes nationaux de prévention. Les femmes font leur frottis gratuitement, prise en charge complètement. On détecte les lésions précancéreuses qu'on traite. Et nous, il n'y a pas de programme national. En dehors de ce que fait les bonnes volontés comme la DISCA. Et donc, le cancer du col reste un cancer qui est à un niveau assez élevé. Mais quand on regarde les chiffres au niveau de l'Institut Joliot-Curie, entre 2017 et 2020, le cancer du col est en régression. Donc, ce qui veut dire, ce qui nous encourage à continuer à agir comme nous le faisons actuellement. Mais le cancer du sein, par contre, est en augmentation. Est-ce que vous avez déjà rencontré, on va dire, au cours de votre parcours, des cancers qui ont totalement disparu? Des cancers qui ont complètement disparu, non. Ok. Mais des cancers que l'on ne voit presque plus, je dirais. Presque plus, ok. C'est ce qu'on appelle les UPK. On les appelait les ulcères phagédéniques de jambes cancérisés. On le dit en Wolof, Gomu Deewale. En Wolof, Gomu Deewale. Tu n'as jamais entendu? Ouais, jamais. Alors, Gomu Robale. On appelle ça Gomu Robale. Okay. C'est-à-dire que voilà, c'est une plaie chronique que la personne a depuis 20-30 ans. Okay. Et de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est un cancer. C'est des ulcères chroniques de jambes qui arrivaient chez les cultivateurs. D'accord. Et du fait des infections à répétition. Parce qu'il faut voir aussi que la médecine a évolué. L'antibiothérapie a beaucoup évolué. Même le traitement du palu. Nous, quand on était jeunes enfants, le palu, quand vous avez un palu, mais vous allez souffrir parce qu'on va vous piquer tous les jours, pendant des jours et des jours. On va vous faire des injections, mais extrêmement douloureuses. Donc, moi, je me rappelle en allant à l'infirmerie, parfois, je jette l'ampoule et je retourne chez moi parce que c'était douloureux. Aujourd'hui, c'est des comprimés que vous prenez. Avant les infections, il n'y avait que la pénicilline, quelques antibiotiques. On faisait des injections tous les jours, sur 10 jours. Aujourd'hui,
toutes ces injections-là, c'est dans un seul comprimé. Donc, ça a beaucoup amélioré le traitement des infections. Et ces personnes-là qui étaient blessées, qui étaient maltraitées, la plaie devenait chronique. Et quand la plaie devient chronique, ça finit par se cancériser. Et je me rappelle, nous, quand j'étais interne au service de cancéro, on en avait beaucoup du PK. Et c'est des plaies horribles, quoi. C'est des plaies au niveau des jambes en général ou des pieds, mais horribles, étendues, qui allaient jusqu'à détruire l'os. Les gens venaient avec des plaies, avec une fracture. Donc tu n'avais que l'amputation à faire. Et c'était horrible, quoi. Et sans parler de l'odeur que ça a dégagé, tu ne pouvais même pas, certains malades, tu ne pouvais pas les hospitaliser avec d'autres personnes. Tellement c'était terrible, quoi. Ces malades-là, ils venaient généralement de la région de Dakar ou peut-être de l'intérieur? Non, ils venaient souvent de l'intérieur du pays, des zones très très reculées, avec des plaies qu'ils ont depuis 20-30 ans. Depuis 20-30 ans. Hein. Et donc, il faut dans ces cas-là faire une biopsie de la lésion, faire un petit prélèvement, confirmer que c'est un cancer. Et voilà, faire le traitement. Je peux dire que ces lésions-là, pratiquement, ont disparu. Voilà. Mais sinon, le foie l'incidence est en train de diminuer. Et on sait que c'est la vaccination qui a été instituée dans le PEV, dans le programme élargi de vaccination, de manière gratuite. C'est important. Et dès la naissance. Et donc, c'est une excellente nouvelle. Vous avez tantôt parlé de diagnostic. Est-ce que vous pouvez revenir un peu très rapidement sur les différentes étapes du diagnostic? Voilà, parce que c'est important de savoir que ce n'est pas le chirurgien seulement ou le radiothérapeute, ceux qui traitent, ou le chimiothérapeute qui sont les plus importants. Quand on parle de prise en charge, c'est depuis la consultation. Et quand quelqu'un vient vous voir, par exemple, parce qu'il a, avec des symptômes, quels que soient les symptômes, il y a déjà l'examen clinique. Vous l'examinez et en fonction des résultats de l'examen, vous demandez surtout des examens d'imagerie. Et parfois, quand on peut accéder à la lésion, on fait ce qu'on appelle une biopsie. Alors, quand on parle de biopsie, les gens croient que c'est une grosse intervention, ça fait peur, ça peut faire mal, etc. Mais c'est un prélèvement. D'accord. C'est un prélèvement, parfois qui se fait sous anesthésie locale, pour avoir un petit fragment des cellules de cette lésion, de cette néoformation. En fait, une néoformation, c'est une tumeur. Et ce prélèvement-là, il va être envoyé à un autre spécialiste qui est extrêmement important. C'est lui, pas moi en tant que clinicien, même si je suis sûr dans ma tête que ça, c'est un cancer à 100%, je n'ai pas le droit de traiter, d'intervenir. C'est à lui qui donne le diagnostic de certitude. Et lui, c'est qui? Lui, c'est le pathologiste. D'accord. C'est un pathologiste. Lui, il ne voit pas de malade. Lui, il ne voit que des prélèvements. Il sait comment les techniquer, quelle coloration il faut faire. Identifier. Voilà, identifier et regarder au microscope et te dire, voilà, ça c'est quel type de cancer. Bien sûr, tu lui donnes les informations, que c'est une personne qui a tel âge, qui a telle lésion, etc. Il faut pouvoir l'orienter parce que, voilà. Et donner le contexte, en tout cas, de ce prélèvement-là. Exactement. Et c'est lui qui t'envoie le diagnostic de certitude signé en disant, voilà, c'est tel type de cancer, voilà, tel stade, tel grade. Etc. Il te donne des informations aussi sur l'agressivité de la tumeur. Parce que les tumeurs n'ont pas, il y a des tumeurs qui vont évoluer très lentement. Parfois même, ce n'est pas nécessaire de faire de traitement. Parce que la personne, par rapport à son espérance de vie, cette tumeur ne lui fera pas de mal. OK? Et ça arrive dans le cancer de la prostate. Souvent. Et c'est pourquoi on ne fait pas de dépistage de masse
le cancer de la prostate. Parce que si vous faites des dépistages de masse, vous allez créer plus de dégâts qu'à régler des problèmes. Parce que vous allez trouver un monsieur tranquillement chez lui, voilà, qui a une sexualité normale, qui urine normalement et tout. Et vous lui dites, venez, vous avez un cancer là, il faut qu'on vous traite. Et vous allez lui créer beaucoup plus de problèmes. Okay. Voilà, c'est pourquoi on fait pas. C'est la grande différence. Souvent, les gens disent, vous ne parlez que du cancer du sein, octobre rose, pourquoi vous ne faites ça pas? Non, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Si vous le faites pour la prostate, vous allez enlever la prostate d'individus qui avaient des cancers qui pouvaient évoluer pendant toute leur vie, et vous allez créer d'énormes problèmes qui sont l'impuissance, voilà, l'incontinence et d'autres problèmes. Donc, voilà. C'est pourquoi on peut faire, il y a le dépistage de masse, ce qu'on fait pour le sein partout dans le monde pendant le mois d'octobre, et il y a le dépistage individuel, l'initiative individuelle. Donc, voilà. Donc, c'est le pathologiste qui pose le diagnostic. À partir de ce moment-là, le diagnostic est posé, il faut évaluer cette tumeur. Est-ce que la tumeur est juste limitée à l'organe d'origine, ou bien est-ce que la tumeur a envahi d'autres organes dans le corps? On ne sait pas. C'est ce qu'on appelle le bilan d'extension. D'accord. C'est ça, en fait, tu trouves que quelqu'un à qui on a identifié, on a fait la biopsie, va payer pour faire la biopsie, qui revient, on lui dit maintenant il faut faire un scanner qui vous prend pratiquement tout le corps. Il va payer pour faire le scanner, etc. Et voilà, c'est les étapes. On n'en est pas encore au traitement. Rien que les étapes pour que le diagnostic soit complet, les analyses de sang et tout. C'est ça qui fait la cherté aussi de la prise en charge et la nécessité d'avoir un centre anticancéreux, comme ce qui est en train de se faire à Diamniadio, où toutes les investigations nécessaires sont sur place, autour du malade. Aujourd'hui, ce qui se passe, le malade se déplace. Il va aller, on lui dit, ça c'est l'hôpital principal qu'il a, vous allez là-bas, vous faites le truc, vous revenez, il faut aller à Dalal Jam, vous faites ça. Ça c'est un prélèvement qu'il faut envoyer en France. Vous voyez, cette personne qui a quelque chose de grave va souffrir psychologiquement, va souffrir physiquement. Vous voyez, c'est l'intérêt d'avoir un centre où dès qu'il rentre, tout est fait sur place. C'est-à-dire pour le diagnostic et pour le traitement. Je ne sais pas, vous parlez et vous nous faites penser au professeur Gallo Diop. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Je connais bien Gallo Diop. Amadou Gallo Diop. Il est neurologue. Ouais. Alors, c'est un ami. C'est un ami? Ouais. D'accord. Il a récemment écrit un ouvrage. Docteur 7 étoiles, que j'ai comme livre de chevet, même si je ne suis pas docteur ni médecin. Alors, dites-moi, aujourd'hui, quels sont un peu comment vous arrivez à déterminer un peu les traitements pour chaque type de cancer que vous rencontrez? J'imagine qu'ils sont différents. Les cancers sont complètement différents, mais en général, il y a essentiellement 3 modalités thérapeutiques que l'on met ensemble. J'ai parlé tantôt de comité et on parle de réunion RCP, on l'appelle, réunion de concertation pluridisciplinaire. Aujourd'hui, dans les pays développés, c'est quelque chose de médico-légal. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre en charge seul un cancer. Impossible. Le pathologiste dont je vous ai parlé, celui qui pose les diagnostics, il a son mot à dire. Le radiologue, même qui fait l'évaluation par l'imagerie, il a son mot à dire. Parce que moi, je ne suis pas radiologue. S'il me donne un compte rendu en me disant, oui, je pense qu'au niveau du poumon, là, il y a un petit truc qui est là, ça pourrait être une métastase. Pour moi, un malade qui a une métastase et un malade qui n'a pas de métastase, c'est 2 choses complètement différentes. Okay. La stratégie n'est pas la même. Donc le radiologue, il doit venir s'engager par rapport à cette histoire-là. S'il y a d'autres investigations complémentaires à faire, il va les faire. Voilà, donc on est autour
du patient, tu as le pathologiste, tu as le spécialiste de l'imagerie, tu as le chirurgien, le chimiothérapeute, l'oncologue médical. Lui, il utilise des médicaments, il ne rentre pas au bloc opératoire, c'est des médicaments qu'il gère. Tu as le radiothérapeute, lui qui utilise la machine avec des rayons, des rayonnements. Voilà. Et maintenant, vous êtes autour du dossier du patient. Il faut tenir compte de l'âge. On ne traite pas de la même manière quelqu'un qui a 30 ans et quelqu'un qui a 75 ans. D'accord? L'agressivité, pour qu'il guérisse, si tu utilises la même agressivité, c'est quelqu'un qui a 75 ans, peut-être que c'est cette agressivité qui va l'emporter. Donc, l'état physiologique de la personne va jouer. Le souhait de la personne, il doit être informé de la stratégie de traitement. Et décider. Parfois, il y a des choses qui sont assez dramatiques en cancéro où il y a le consentement de la personne. D'accord? Il faut que la personne soit consentement éclairé. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Quelles sont les conséquences qu'on peut avoir? Voilà, qu'il se décide en connaissance de cause. Donc, c'est ce comité-là qui permet de décider de la meilleure stratégie. Une petite tumeur de rien du tout, j'ai fait le bilan d'extension, il n'y a pas de localisation secondaire, c'est limité à une toute petite portion de l'organe. Chirurgie seule, ça suffit. La chirurgie seule peut suffire. Ok. Mais encore, ça dépend du type de cancer. Il y a des localisations, comme par exemple le mélanome, c'est un cancer de la peau, qui, une petite tumeur, donne déjà des localisations secondaires. C'est différent d'une petite tumeur du sein, c'est différent d'une petite tumeur du côlon, c'est différent d'une petite tumeur du col, etc. Donc, parfois, la chirurgie seule va suffire. Parfois, cette chirurgie, quand la tumeur elle est trop importante, ça ne sert à rien de commencer par la chirurgie. Parce que la maladie, là, même sur le plan microscopique, même si on ne le voit pas à l'image, il y a déjà des cellules cancéreuses. On suppose qu'il y a déjà des cellules cancéreuses qui circulent dans le sang. Donc là, ce n'est pas la chirurgie qui va aller pêcher toutes les cellules cancéreuses du corps. Ce n'est pas le rôle de la chirurgie. La chirurgie, moi, je vois la lésion, c'est quelque chose de pragmatique. Au bloc opératoire, il y a des techniques. Voilà, je vais enlever cette partie-là de manière réglée, quoi. Et dans ces cas-là, il faut de la chimiothérapie. La chimiothérapie, ce sont des drogues, des médicaments dont le rôle essentiel, c'est d'empêcher la multiplication cellulaire. Surtout quand ce sont des cellules qui se multiplient vite que la normale. Voilà. Elle est très très importante quand le cancer est assez avancé, et surtout pour certaines localisations. Donc, cette chimiothérapie-là, parfois, précède la chirurgie. On est au mois d'octobre, je donne l'exemple d'un cancer du sein qui est assez volumineux. On a fait le bilan d'extension, on a vu qu'il n'y en avait pas du tout ailleurs. Mais la masse tumorale est tellement importante qu'on se dit par plus de précautions, on va commencer par la chimio pour être sûr que on ne va pas laisser des métastases microscopiques se développer après. On commence par la chimio et en faisant la chimiothérapie, en fait, c'est des médicaments qu'on mélange, qu'on met directement en perfusion chez la femme. C'est des séances de quelques heures et qui sont espacées de 3-4 semaines. Parfois, c'est par semaine. Et donc, on se rend compte qu'en faisant la chimiothérapie, c'est cette personne, la tumeur qui est là, est en train de fondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chimio, elle est efficace. Effectivement. Si vous faites de la chimiothérapie et que la tumeur continue à grossir, écoute, il faut changer de protocole, de médicaments. Donc, c'est important. Et après cela, maintenant, on a réglé ce problème de la généralisation. Maintenant, le chirurgien vient en deuxième position pour enlever la maladie. D'accord? Et après, en enlevant la maladie, le chirurgien se dit, écoute, moi j'ai enlevé par rapport à ce que je vois
C'est un chirurgien. Nous, c'est la pratique. C'est ça que je vois. Je prends une marge, etc. J'ai tout enlevé. Mais est-ce qu'il n'y a pas encore des cellules microscopiques là, qui après des années, écoute, ça va encore proliférer. C'est là où la radiothérapie survient, qui va cibler une zone. Et avec des rayonnements ionisants, le malade est couché 2-3 minutes par jour, du lundi au vendredi, pendant un mois. Et on est sûr que, on a stérilisé cette lésion. Donc, vous voyez un petit peu, c'est une stratégie qui est décidée en commun accord, signée, établie avec une information très claire concernant le malade qui participe à cette décision-là. Et c'est ça qui permet aujourd'hui qu'on arrive à avoir beaucoup de cas de guérison. Dans des pays comme la France, je sais que les patients du cancer peuvent avoir un CD, un compact disque. Pour l'imagerie. Exactement. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait au Sénégal? Ah oui, les CD, oui. Parce que non, ce qu'ils ont de plus et qu'on n'a pas et qu'on devrait avoir très très vite, puisque rien ne nous empêche de le faire, c'est la digitalisation. La médecine au Sénégal est très en retard en matière de communication et de digitalisation. Aujourd'hui, nous sommes là. Vous avez un ami qui est malade. Nous sommes là. Soyons pragmatiques. On a un ami qui est malade et on veut un rendez-vous de consultation. Enfin, un malade qu'on pense qu'il a un problème cardiaque. Ou son père, peut-être qu'il doit aller consulter, voir un neurologue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est une question que je pose. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis aujourd'hui ici dans les locaux de la Sonatel. Vous savez très bien que c'est pas normal qu'on ne peut pas décrocher son téléphone et prendre rendez-vous. Absolument. Mais c'est impossible. Vous allez voir, j'ai le numéro de professeur Diop. Attends, je vais voir. Si je l'appelle, peut-être qu'il pourra me mettre en rapport avec un tel, etc. Mais ça perturbe le travail des médecins. Totalement. On passe notre temps à oui, c'est mon cousin de truc. Ta propre mère te dit, ça, c'est une voisine qu'on avait là-bas, un truc qui m'a appelé, truc. Alors qu'on peut téléphoner, prendre un numéro de téléphone, prendre un rendez-vous, avoir un retour SMS de votre rendez-vous, et qu'on vous donne un créneau horaire. Tu n'as pas besoin, tu habites Kermassar, qu'est-ce que tu fais là-bas à 6h du matin? On peut te donner un rendez-vous à midi. Celui qui est là, rendez-vous à 8h ou 9h, il est déjà rentré chez lui. Vous prenez tranquillement votre temps, votre petit déjeuner, et vous arrivez à l'hôpital à midi, et on vous attend. On vous attend parce que vous êtes programmé. Moi, ça, je l'ai fait à l'Institut Joliot-Curie. On a pu le faire. Et franchement, c'est un vrai problème. Maintenant, revenons à votre question par rapport au CD. Aujourd'hui, en France, vous ne verrez jamais personne aller au service de radiologie, avoir ces clichés comme nous on le fait ici, les mettre dans des sacs en plastique, les plier. Parfois, tu l'amènes chez toi et il y a du café qui se verse dessus ou vraiment ça a disparu. Le cliché a disparu. C'est du n'importe quoi. Mais les images, ça se transfère. Ça se transfère au médecin qui a fait la demande. Et on vous recontacte pour vous dire que vos résultats sont là. Et ça, c'est tout à fait à notre portée. Aujourd'hui, c'est les mêmes appareils qui font les scanners en France et les IRM qui sont là. Ouais. Donc, ne me dites pas, est-ce qu'il y a une différence par rapport au téléphone portable, la communication entre ici et en France? C'est peut-être même mieux ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, on est en retard. Aux États-Unis, mais c'est un énorme pays avec plus de 200 millions d'habitants. Vous n'avez qu'un seul numéro d'urgence. Mais attends, qu'on nous dise, c'est un grand pays avec 50 États, plus de 200 millions d'habitants. Comment ils ont fait? Mais c'est la régulation. Et moi, je suis persuadé que si on met ensemble tous les opérateurs téléphoniques, tous ceux qui interviennent dans ça, il le faut. Sans faire les gros séminaires là où chacun va aller dans tous les sens. Il faut les mettre en contact, en link avec les praticiens.
Et les gens n'ont pas besoin d'aller copier ce qui se fait en France. On va créer pour nous, parce que nous avons des génies informatiques ici, Totalement. qui vont te créer un système qui est peut-être meilleur que celui qu'il y a en France, qui va gérer l'accueil. Je téléphone en fonction de mon département. Tu peux même mettre le prix. Orientation. On va t'orienter par rapport, on te donne un rendez-vous. Vous arrivez, vous êtes attendu. Le médecin, il va faire de l'archivage numérique. Mais ce n'est pas possible qu'on dise aux malades, ana ce résultat, donc courir. Mais comme quelqu'un nous le sait. En 2024. En 2024. On doit pouvoir archiver. Bientôt 2025. Même les dossiers de 1960-70, mais on fait de l'archivage numérique. Ah, mais après, il y a un autre problème. C'est les dossiers papier, des dossiers patients. Oui, je sais que dans certains hôpitaux, dans la plupart des hôpitaux, les médecins sont quand même très regardants sur la confidentialité de ces données-là. Mais Absolument. après, quand il y a un intempérie, quand il y a le feu, quand il y a whatever. Mais moi, je l'ai vécu. Ouais. Nous, on l'a vécu en cancéro à Le Dantec. Moi, je me suis battu pour déjà avoir des archives où les gens qui vont aller chercher un dossier, un malade que tu suis, parce qu'en cancéro, tu suis des malades sur plusieurs années. Effectivement. Donc, on a besoin de ressortir des dossiers. À force de les ressortir, parfois le dossier il est perdu ou il y a un papier qui n'est plus là. On a essayé de classer en fonction des années, des localisations. Comme on fait dans les Travail mairies. fastidieux. Et tu dis, j'avais vu une entreprise qui me dit, écoute, avec, je ne sais même pas, 10-15 millions, on va tout scanner et faire un archivage numérique. Vous restez dans votre bureau, vous entrez dans le dossier, vous voyez tout ce qu'il faut. 15 millions. Je donne un exemple très simple. Il y a beaucoup d'hôpitaux publics ici, que ce soit à Dakar ou dans les régions. La même personne va venir consulter en cardiologie. On lui a fait des analyses de son, des radios, etc. Voilà, il est traité, il va beaucoup mieux. Des années plus tard, il revient dans le même hôpital. Il a des problèmes urinaires, ou bien des mois ou des semaines. Mais il va revenir, on n'a aucune information alors qu'ils sont dans le même hôpital. Mais c'est parce que les services ne sont pas connectés. Ouais. Les services ne sont pas connectés. Le dossier du patient n'est pas informatisé et partagé, alors qu'il suffisait simplement que le médecin qui est en neurologie tape le code du patient et a accès à son historique, parce que c'est l'historique qui fait la personne. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas aujourd'hui. C'est quand même effarant, quoi. Et ça, c'est le patient qui va payer. Ouais. L'autre vous avait demandé un scanner abdominal il y a un mois. Tu vas voir l'autre médecin là-bas dans le même hôpital, il te dit vous devez faire un scanner abdominal. Vous lui dites mais je l'avais fait avec l'autre. Bon, moi je ne l'ai pas, tu vois. Alors que c'est le même service de radiologie. Il va encore payer. Et ça, les patients, pourquoi les patients disent que ne veulent pas aller dans nos hôpitaux? Ils posent le problème de l'accueil. Et tout ça aurait pu être réglé par cette digitalisation, parce que les gens souffrent. Hein. Les gens souffrent beaucoup pour les soins dans les hôpitaux au Sénégal à cause de ça. Alors, sur une note peut-être un peu plus positive, j'ai envie de dire, si vous regardez un peu les avancées en termes de recherche dans la cancérologie, quelles sont selon vous vraiment les avancées à votre niveau que vous considérez comme les plus prometteuses en ce moment? Alors les avancées là, en cancéro aujourd'hui, les avancées les plus significatives, c'est en immunothérapie. Parce que la chirurgie, elle est classique. Elle est classique, bien réglée, on connaît les techniques, etc. Ce qui a évolué en chirurgie, c'est la chirurgie robotique. Pour être beaucoup plus précis sur certaines localisations, pour avoir moins d'effets secondaires, etc. Chirurgie robotique, vous avez dit? Oui. C'est-à-dire que pour des lésions comme le cancer de la prostate, où c'est dans un environnement qui est très, très restreint, où il faut être très précis pour pouvoir préserver les nerfs érecteurs, par exemple, etc. Le robot
lui, voilà, il va pas être gêné. Moi, je vais pas être gêné par mon poignet ou mes gros doigts, etc., quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il va être beaucoup plus précis. Ça, c'est un développement. Et même en termes d'exploration, il peut aller beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin en termes d'exploration aussi. Voilà, l'imagerie, ça évolue beaucoup, énormément. On est beaucoup plus dans la tridimension. Tu vois, on voit l'organe, on peut le tourner dans tous les sens. Et ça aide le chirurgien avant qu'il ne découvre comme ça à l'œil nu. Donc ça, c'est des choses extrêmement importantes. On fait beaucoup de célioscopie. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas carrément le ventre ou le thorax. On peut intervenir avec une caméra, voilà, et voir les choses sur l'écran et ne pas ouvrir. Ça permet la durée d'hospitalisation, de réduire les effets secondaires, etc. Mais l'innovation majeure, c'est l'immunothérapie. Parce que jusqu'à ces dernières années, on s'est concentré beaucoup plus sur le cancer, voilà, enlever la tumeur, tuer les cellules cancéreuses comme on peut, etc. On s'est pas beaucoup intéressé à l'environnement, comment l'organisme de la personne interagit avec la tumeur. Parce qu'on a vu que, comment vous expliquer, c'est comme si quelqu'un qui vient chez vous, une tumeur maligne, c'est comme quelqu'un qui vient chez vous et qui vous aveugle. Donc vous ne le voyez plus, il fait des dégâts. Ok. Il a aussi une autre manière de faire. Vous avez vos yeux, vous le voyez, mais il sait se camoufler. Voilà, il va ressembler voilà, au pouf, au fauteuil, etc. C'est ça. Et maintenant, on a vu que, on est en train de découvrir que on va faire en sorte qu'il sera plus capable de nous aveugler. On va essayer de rendre nos yeux plus performants. C'est là où les gens sont en train de travailler. Ou bien de faire en sorte qu'on va pouvoir le marquer. De telle sorte qu'il ne pourra pas se camoufler. Voilà. C'est comme ça que je vais vous résumer ça. Et ça, c'est très important. Parce qu'on n'est plus dans le traitement qui va aller partout détruire d'autres cellules qui n'ont rien fait, qui sont normales. Ou bien, on se dit, cette tumeur-là, on est en train de les mieux connaître. On voit que cette tumeur-là va produire des éléments qui vont faire en sorte qui va attirer des vaisseaux sanguins pour prendre notre sang. Et maintenant, on va faire en sorte que, comme il a besoin de se nourrir, de prendre notre sang, et on va essayer de faire en sorte de l'étouffer. Il ne va plus pouvoir avoir de sang. C'est les anti-angiogènes. C'est-à-dire qu'on détruit les vaisseaux que la tumeur a générés pour détourner le sang vers lui. On va détruire ces vaisseaux-là. Et on l'étouffe. Il ne pourra plus se nourrir. On le prive de nourriture. Voilà, ça c'est les traitements ciblés. On n'est plus dans la chimio générale où les drogues les médicaments vont aller partout dans le corps et faire des dégâts sur d'autres cellules qui sont normales et qui se multiplient vite. On cible seulement la tumeur. Et donc cette immunothérapie-là, ça c'est vraiment la voie de recherche actuelle qui avance vraiment à pas de géant. Et même des vaccins, on pourra stimuler les défenses immunitaires de la personne qui n'est plus aveuglée, et qui va pouvoir détruire elle-même la tumeur avant même qu'elle ne se développe. Donc ça, c'est la voie de recherche. Et ça, c'est très prometteur. C'est très prometteur. Et il y a déjà des médicaments qui sont utilisés en immunothérapie pour le cancer du poumon, le cancer du rein, le mélanome, qui étaient des cancers vraiment, jusque-là, on a vraiment des survies importantes avec ces médicaments-là. Et surtout, de pouvoir mieux caractériser la tumeur. Comme je l'ai dit au début de la discussion, le cancer, ce n'est plus, c'est un cancer, point. Non, c'est quel type de cancer? Quels sont les marqueurs qui nous permettent de pouvoir savoir que, voilà, c'est ce traitement-là qui sera meilleur que celui-là, etc. Donc, on personnalise beaucoup mieux donc les traitements. Donc, c'est ça la voie de la recherche. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est pas plus
on va dire, des partenariats publics-privés qu'il faudrait imaginer Oui, pour s'assurer quand même oui. d'adresser ces pathologies, en tout cas ces... Il faudrait justement développer ce partenariat public-privé. C'est très, très important. Parce que même en termes de digitalisation, aujourd'hui, vous en parlez beaucoup. Absolument. Tout à l'heure, on a évoqué le sujet de l'imagerie. Ouais. On a évoqué le sujet du diagnostic grâce à l'imagerie qui peut être, on va dire, appuyée ou en tout cas éclairée par l'intelligence artificielle. J'ai failli vous demander tout à l'heure si vous avez déjà pratiqué une intervention en France ou aux États-Unis ou bien à Singapour ou bien au Kenya tout en étant au Sénégal. Non. Une intervention chirurgicale. Ça, ce sont des choses qui sont en train d'être démontrées. On fait de la démonstration que c'est possible de le faire. Mais si tu veux résoudre les problèmes de la demande de soins chirurgicaux au Sénégal, c'est pas ça qui va le régler. Il faut former des chirurgiens qui vont aller dans les régions et les gens ne seront pas à Singapour et nous faire traiter les cancers de col à distance. La logistique et ce que ça va demander, ça va être même beaucoup plus cher que de former un jeune Sénégalais à qui vous allez donner les instruments classiques pour faire cette chirurgie-là. Après, professeur, it depends. Moi, je taquine un peu en disant intervention que vous faites étant au Sénégal parce que vous êtes totalement en capacité de la faire, cette intervention-là, si aujourd'hui le besoin se faisait ressentir. Mais derrière, il y a une infrastructure technologique qu'il faudrait avoir et dont vous venez de parler, qui pourrait être hyper coûteuse. Mais si on prend le problème sous un autre angle et qu'on imagine aujourd'hui dans le Fulado, dans des zones où on a très très peu d'établissements où on peut faire un certain type d'intervention et qu'on décide par une volonté politique, par une volonté réelle de régler ces problèmes-là ou en tout cas de soulager les populations, d'avoir un certain nombre, même si ce n'est pas énormément de centres, mais au moins on commence petit à petit, on peut installer des centres ou en tout cas des endroits... C'est un petit peu la télémédecine. Télémédecine. Ce que vous dites, c'est un petit peu la télémédecine. Mais je peux vous assurer, ça fait combien d'années qu'on parle de télémédecine? On n'avait pas encore la 5G. Oui, c'est vrai. On n'avait pas la 5G, mais ça fait combien d'années qu'on parle de cette télémédecine? Vous savez, si vous dites, écoutez, moi je peux être là, on va programmer dans un bloc qui est là-bas, dans le fin fond du Fouta, une femme, voilà, je donne un exemple comme ça, on doit lui enlever l'utérus parce que c'est un cancer de col, etc. Parce que c'est urgent et que papa se déplacer aussi. Oui, mais c'est-à-dire que tu règles le problème technique. Concernant la technique chirurgicale. Mais ce n'est pas une personne qui va être là, s'installer, et que voilà, il y aura des personnes. Là, l'ESCA aujourd'hui, la semaine prochaine, nous allons à Sédhiou, à Kolda, comme on l'a fait à Kédougou, on l'a fait à Saldé, etc. Nous allons sur place, ils nous attendent, nous allons former les sages-femmes du district sanitaire à pouvoir faire la détection des lésions précancéreuses et à pouvoir les traiter elles-mêmes. Un traitement qui dure 30 secondes avec la thermoablation. Et on leur laisse les appareils là-bas. Excellent. D'accord? Ça va nous prendre combien? C'est une semaine. Nous faisons une formation théorique. Ensuite, nous faisons 2 jours de formation pratique avec des populations qui seront mobilisées, qui vont venir et qui seront vues. Nous, on fait, ils vont regarder après la formation théorique. Après, nous, on les supervise, qui traitent les femmes elles-mêmes dans la population. Et on voit 600 femmes par jour. Wow. Vous voyez ce que je veux dire? Une semaine. Il faut simplement financer cela. Et actuellement, c'est DP World qui le finance. Okay. Il y a eu un moment où la Sonatel avait financé quelques localités à Kumpentum, je pense, à Tambacounda, etc. Là, on va faire trois régions au sud. Mais on a commencé, mais vraiment, par juste un petit centre de santé où on va prendre les sages-femmes, on les forme, on mobilise quelques personnes, on leur montre, on fait des traitements.
Après, au fur et à mesure, tu as des entreprises qui viennent, qui vous soutiennent. Et tu as toute une logistique derrière. Je vous disais qu'il y a quelqu'un qui nous a offert un minibus. Avant, on louait. Voilà, l'État aussi a donné une subvention à la LISCA, par exemple, voilà, qui est assez consistante, qui permet d'avoir un personnel sur place. La LISCA, qui est la Ligue sénégalaise contre le cancer. Aujourd'hui, tu as tous les jours des gens qui viennent à la LISCA pour qu'on leur paye leur radio, pour qu'on leur paye leurs interventions chirurgicales. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Donc, tu as des gens en permanence qui sont là-bas. Il y a un siège avec un loyer, avec des charges. Et ça, au moins, l'État a mis une petite subvention pour que ça puisse être pérennisé. Vous comprenez. Donc, tu as des bénévoles, des gens. Moi, c'est extraordinaire. Tu as quelqu'un qui te fait un chèque de 100 millions et qui garde l'anonymat. Wow. Je vous jure, ça existe au Sénégal. Des nationaux? Des nationaux. Wow. Ah oui. Il y a des gens qui te font des choses... voilà, extraordinaire. Il y a quelqu'un qui te dit, moi, je vous prends en charge 2 ans de loyer. Tu vois ce que je veux dire? Un aspect peut-être très important que j'aimerais aborder avec vous, oui. Et c'est justement la prise en charge psychologique de vos patients. Ça, c'est... Comment généralement ça se passe? Non, c'est très, très difficile pour nous parce qu'on n'a pas les ressources humaines. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de psychologues au Sénégal, encore moins des psycho-oncologues. Aujourd'hui, vous allez à Paris, vous allez aux États-Unis, il y a des psychologues spécialisés en cancérologie. Nous, vraiment, ce luxe-là, on l'a pas. Donc, ce qui fait que moi, chirurgien, mon collègue chimiothérapeute, mon collègue radiothérapeute, nous allons jouer ce rôle-là. Et vous imaginez, vous n'êtes pas médecin, mais imaginez une femme, 30 et quelques, 40 et quelques, une mère de famille. Voilà, elle a senti une petite boule dans le sein. Voilà, elle vient, on fait la mammographie, hop, on fait une petite biopsie, truc. Ah ben, on vous répond, c'est un cancer. Vous lui donnez rendez-vous. Comment vous allez faire pour lui dire qu'elle a un cancer? Et si vous lui dites qu'elle a un cancer, qu'elle s'effondre dans votre bureau, qu'elle se met à pleurer, qu'elle pense qu'elle va mourir, qu'elle va laisser ses enfants à bas âge. Et ensuite, il y a l'étape du traitement avec le coût que ça comprend. Elle n'a pas d'assurance. Comment vous allez gérer tout ça? C'est ça. C'est vraiment très, 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 très difficile pour nous. Parce que tu n'as pas de psychologue. Tu n'as pas de psychologue pour faire ça. Tu n'as pas... en France, c'est ce qu'on appelle le dispositif d'annonce. Pour vous dire, un dispositif d'annonce. Le diagnostic est fait, il y a un dispositif qui se met en place pour préparer cette personne-là mentalement. Il faut savoir, est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle est divorcée? Oui, là, est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il est divorcé? Est-ce qu'il travaille? Quel est son profil psychologique? Qu'est-ce qu'il sait de cette maladie? Il s'attend à quoi? Comment il va être pris en charge? Où est-ce qu'il habite? Pour venir faire comment il va se déplacer? Est-ce que vous voyez qui va prendre en charge sa famille s'il est... Voilà, etc. Est-ce qu'il a besoin? Est-ce que... Voilà. Tout ça là, au Sénégal ici, tu es là et tu dois faire tout cela. Parfois, tu ne peux pas. C'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Parfois, un malade peut faire des heures dans votre bureau. Parce que tu dois l'informer de tellement de choses. Et tu dois tenir compte de tellement de choses. Et tu es souvent désarmé. Et c'est pourquoi la société civile, la LISCA, joue un rôle extrêmement important. Quelqu'un qui te dit, radio Bissak, le scanner là, j'avais même pas les moyens pour le faire. Vous me dites que je dois faire tout ça, je dois faire une intervention qui coûte 350 000 et je dois ensuite tout ça, tu vas lui dire par exemple qu'on doit vous amputer quelque chose, qu'on va vous enlever un sein. Vous dites comment vous pouvez dire à une femme, même si ça lui sauve la vie, si ça lui sauve la vie, comment le convaincre que ce sein-là, il y a quelque chose qui va vous tuer, il faut qu'on l'enlève. On va se dire, mais c'est la catastrophe, elle n'est même pas encore mariée, on va lui amputer un sein. Est-ce que vous voyez, est-ce qu'elle va vivre? Parce qu'elle ne sait pas, peut-être qu'on vient, est-ce qu'on peut vivre sans un sein? Et puis quand je vais être horrible, comment je vais
comment je vais vivre, Sa comment féminité- je vais me voir. La féminité qui va en prendre un coup. Ben oui, comment je vais me voir. Et les maris. Comment il... Et là, vraiment, je vais critiquer un peu. Parce qu'avec l'expérience, nous, on a vu, on reçoit des différentes nationalités, différentes ethnies. Mais parfois, tu as des hommes qui abandonnent leurs femmes, hein, Mhm. parce qu'elles ont le cancer, parce qu'elles ont le cancer, qui abandonnent leurs femmes, peut-être qu'ils pensent que c'est contagieux, parfois qu'ils n'accompagnent pas suffisamment leurs femmes. Tu peux voir une femme depuis le diagnostic jusqu'au traitement, tu ne vois jamais le mari. Vous prenez d'autres ethnies, par exemple, je donne par exemple le cas des Mauritaniens. Moi, j'ai jamais vu de femme mauritanienne non accompagnée de leur mari. En consultation, le mari est toujours là. Parfois ici, par contre, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais Vous ne sentez pas assez, parfois. parfois, Parfois, moi, j'ai eu des drames, quoi. C'est-à-dire que la femme, il y a un divorce Mais pendant qu'elle est en train de se traiter. de se battre. Ça, Alors, j'ai vu on va, ça. On va peut-être... Je pense Voilà, qu'on a c'est- tellement de... C'est pour vous dire que cette maladie-là, quand tu vois cette mobilisation, quand les gens te disent, mais Octobre Rose, cette marche-là, il y a des milliers de personnes, mais attends, c'est quoi ce truc? Mais c'est parce que vous ne comprenez pas que, écoute, c'est quelque chose qui nous concerne, quoi, dans notre manière de vivre. C'est quelque chose qui nous concerne au niveau étatique de l'État. Ça nous concerne au niveau de nos familles, de nos quartiers. La perception qu'on a de la mort et tout ça, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui concerne le monde, quoi. On peut pas rester indifférent. Essayons peut-être cher professeur, de terminer ce podcast sur une note d'espoir. D'espoir, oui. Si vous avez aujourd'hui un message pour les familles, pour les patients déjà, mais aussi pour leurs familles, et en dernier lieu pour les médecins et spécialistes qui les suivent, quel serait ce message? Écoute, moi, mon premier message, le message d'espoir, c'est que aujourd'hui, on arrive de plus en plus à guérir les cancers. Concernant le cancer du sein, je vous avais dit au départ que l'incidence augmente. Mais pourquoi l'incidence augmente? Parce qu'on fait beaucoup plus de mammographie au Sénégal, et ça, c'est très positif. Mais on fait le diagnostic de plus en plus de petites tumeurs qui peuvent être guéries. Plus vous allez faire des mammographies, plus vous allez détecter des cancers. Donc, la fréquence va augmenter. Mais ce qui est important, ce n'est pas l'augmentation de la fréquence, mais c'est le fait d'avoir de plus en plus de petites tumeurs que l'on peut guérir. Et ça, c'est extrêmement important. L'autre message, c'est qu'on est en train de construire, et c'est en train de sortir de terre et de s'élever, c'est le Centre national d'oncologie de Diamniadio, et pour lesquels, moi, j'ai reçu la délégation coréenne la semaine dernière. On va envoyer des Sénégalais dans toutes les spécialités en stage en Corée, dans des centres ultra modernes. Et l'ambition, c'est aujourd'hui d'avoir un centre non seulement moderne, mais où on a tous les moyens modernes de diagnostic et de traitement regroupés sur place, centre de référence. Et ça, c'est vraiment par rapport à la note d'espoir, je pense que c'est une excellente chose. Et dans ce centre-là, je vous promets que ce sera digitalisé. On ne va pas être comme ce qu'il y a dans les... En train de chercher les dossiers des patients. Ah non, ça n'existera pas. Parce que justement, tu as un consortium dont Hyundai et je pense AutoEver, etc. Ils vont venir bientôt. On va travailler avec eux. Et moi, j'aimerais bien que nos informaticiens sénégalais que je connais, qui sont parmi les meilleurs au monde, les développeurs sénégalais, travaillent avec eux. Parce que je ne veux pas, moi, qu'on vienne, qu'on vous dise, voilà, ça c'est bon pour vous, vous voulez la bouche, allez marcher, avaler. Non, moi, j'aime pas ça. Je veux qu'on adapte à nos réalités, à notre système,
vraiment, et ça, il faut qu'ils travaillent avec les ingénieurs informaticiens sénégalais. Et ça, j'espère qu'en 2026, au plus tard, on pourra refaire ce podcast et parler des résultats et concrètement qu'il y ait un impact vraiment dans la vie de ces patients. Écoutez, professeur, merci beaucoup pour Je vous votre remercie, temps. moi qui vous remercie. Merci aussi pour toutes ces informations et tous ces messages d'espoir que vous venez de partager. Sachez que je m'engage personnellement à vous accompagner sur peut-être l'identification, Inch'Allah, de ces compétences-là que nous avons dans ce pays et qui ont envie de contribuer, qui ont envie de faire des choses et qui ont envie de trouver des solutions à des problèmes réels qui existent. Absolument. Nous allons vous inviter peut-être sur des spaces ou des espaces où on pourra vraiment avoir cette discussion-là avec d'autres parties prenantes. Absolument. Et nous allons faire en sorte, en tout cas, d'accéder à cet idéal-là et de faire surtout les choses, pas juste en parler, mais vraiment d'aller vers l'action. Des choses concrètes. Absolument. Des choses concrètes, Inch'Allah. Ouais. Merci beaucoup pour tout. Merci pour votre temps. On sait que vous êtes très très occupé, Oui. mais vous nous avez consacré du temps. On vous remercie beaucoup. pour cela. Merci et beaucoup. on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro de ce podcast qui démarre et qui va être on va dire le rendez-vous des professionnels qui peuvent réellement faire un impact ou apporter des vraies solutions. Merci beaucoup et à la prochaine.